Écoutez, alors on citait en introduction les derniers déboires de l'Institut à Colmar avec une expérimentation sur ces vignes. Aussi, je vais vous parler de mes souvenirs les plus frais. Cette communication anti-OGM, elle est aussi efficace qu'elle est odieuse au fond. On parle que de la forme, là. Bien sûr. On est aujourd'hui dans une dialectique qui oppose une espèce de bon sens agricole, pétri d'authenticité, etc., sur fond de tout ce qu'on disait, classement de la gastronomie française au patrimoine immatériel de l'humanité, etc., tendance audiovisuelle sur la bouffe. On a tous vu à quel point se sont répandues les émissions pour les gastronomes du dimanche. Et de fait, on est dans une logique où en fait, l'empathie, elle est au rendez-vous pour ceux qui incarneront en images cette espèce de bon sens, d'authenticité, et par ailleurs, en pointant du doigt les scientistes qui font des plantes qui font meuh. Ce qui veut dire qu'ils ne se sont pas adressés au même public ? Si, parce que c'est bien le grand public qui est la cible, mais en étant festif, authentique, en maniant les images d'Épinal avec l'habileté qui caractérise un José Bové. Mais toujours est-il qu'en faisant la fête, en picolant du vin bio sur les marches du palais de justice, tout en mangeant des soupes d'artichaut bio... C'est ça la solution pour ceux qui veulent renverser la tendance, c'est faire la fête et picoler du vin ? Faire la fête et en tout cas le présenter sous une allure festive, non combative, non agressive, tout en étant dans les faits. C'est de la com, ça. Dans un certain passage à l'acte, puisqu'il y a une qualification juridique pour ces choses, quand même, oui, montre l'habileté de cette communication des anti-OGM, qui sont à la fois dans l'action et à la fois pas dans l'explication, mais dans le dogme. Je pense que le lien entre les deux, les campagnes pro, les campagnes anti-OGM, sont vraiment très liées. C'est-à-dire qu'il y a un décor moins de messages que d'acteurs qui est incomplet. Donc on voit qu'il y a eu une certaine défaillance des autorités publiques, disons, à intervenir sur la question, à expliquer, à informer. Relative défaillance, des médias aussi qui ne savaient pas comment et qui ne sont pas intervenus sur ce champ. Des scientifiques très peu présents. Résultat, dans la chaîne des acteurs nécessaires à cette polyphonie dont on parlait tout à l'heure, beaucoup de manques. Et du coup, pour qu'il y ait de la visibilité sur une problématique comme ça, il faut organiser des opérations coup de poing. Et donc, les défaillances des uns expliquent la force et la pugnacité et les modalités d'intervention assez spectaculaires des autres. Je vous interromps, mais ouais. Au procès de Colmar, nous n'avons eu les faveurs des médias que lorsque, à notre tour, nous avons fait débarquer 80 chercheurs en blouse blanche avec des banderoles sur les marges du tribunal et qui disaient si la recherche publique n'évalue pas les OGM, qui le fera ? Et à ce moment-là, nous avons eu le droit de parler dans la presse. Vous avez adapté déjà votre com. Je rebondis sur ce que vous venez de dire. Effectivement, moi, je suis assez convaincu que l'empathie, c'est ce qui fait, d'une manière ou d'une autre, avancer les choses, et que le monde de la recherche et le monde scientifique et le monde des entreprises n'est pas forcément un monde extrêmement empathique. Il y a des techniques qui sont utilisées et qui sont d'ailleurs des techniques éprouvées, expérimentées par un certain nombre d'organisations, de mouvements et d'ONG, dont on devrait s'inspirer quand on est de l'autre côté et quand on a des thèses à défendre. Moi, précisément, quelle technique ? Auprès de mes clients, le militantisme, pour répondre à un autre militantisme, c'est-à-dire que face à un militantisme contre, il faut construire un militantisme pour. Parce que la société est ainsi faite que c'est la sincérité qui s'en dégage, l'enthousiasme qui s'en dégage, qui fait progresser les thèses inverses de celles des opposants. Et c'est quelque chose qui a été, me semble-t-il, sur le plan des OGM, mais totalement écarté jusqu'à présent dans les stratégies ou dans les plans d'action qui ont été mis en place et qui ont été rappelés tout à l'heure par Delphine. Je pense qu'il y a eu une sous-estimation dès le départ de la capacité des ONG à avoir une véritable stratégie concertée. C'est-à-dire que quand on parle des faucheurs volontaires, on ne voit qu'une partie très spectaculaire, très visible de l'iceberg. N'oublions pas que les faucheurs volontaires ne sont pas une opération de communication, c'est une action politique. Et attention, on a tendance à confondre la communication et les réalités qu'il y a derrière. C'est-à-dire que la communication n'atteint son but que s'il y a un imaginaire vrai qui repose sur des choses vraiment étayées. Donc simplement, il y a eu, moi je travaille avec les ONG depuis très longtemps, depuis une vingtaine d'années, je peux vous dire que dans le secteur environnemental, il y a une coordination entre les grands réseaux d'ONG, qu'il y a une concertation, il y a des stratégies qui sont décidées, mais il n'y a pas que les actions terrain, il y a aussi des organismes qui au niveau international sont chargés de mener des études, de les sortir pour faire contrepoids. Il y a un travail d'argumentaire et de relations publiques.
il y a également donc, tout cela est des vraies réfléchi, quoi. stratégies. Ouais. Et C'est pas il le est fruit du évident- hasard non plus. Voilà, il est évident qu'à partir du moment où un sujet est déterminé comme prioritaire par le monde associatif, à ce moment, il va y avoir une coordination des acteurs qui vont se répartir les tâches. Certains vont être dans l'action terrain, d'autres vont être dans une action plus de fond et vont s'adresser à un public plus central, plus charnière, neutre. Et donc, je crois que la grande erreur des industriels en particulier, ça a été de sous-estimer les gens qu'il y avait en face et de considérer qu'il y avait une seule rationalité qui était leur rationalité et que la rationalité différente, c'est vrai, du public correspond quand même à des vraies intuitions et à des choses réelles. Je crois qu'il faut accepter de faire non pas ce qui plaît sans se dévoyer, mais changer de communication parfois. José Bové, il a failli tuer la FNSEA, donc je peux en parler. Enfin, il y en avait d'autres avant moi, mais il a failli la tuer. Pour une raison simple, c'est que la FNSEA avait choisi des communications raisonnables, raisonnées et tout ce qui va avec, gage du sérieux, mais c'est pas forcément très sexy. Et Bové avait choisi l'opinion et de parler aux gens. Et nous, pendant que Bové parlait, etc., on continuait d'envoyer du fumier contre les préfectures, ce qui n'était pas très populaire, ou de rouler sur les fruits et légumes au moment où les gens avaient du mal à manger. Donc on a changé. Pas sur les ça. mêmes thèmes. Non, mais on a choisi de changer tout ça, en fait. Parce que des propos responsables qui ne sont pas partagés, quand vous êtes isolé, ça ne sert à rien. Et la grande force de Bové à l'époque, c'était de faire avec les autres, avec d'autres associations, avec d'autres personnes, et de faire partager des idées sur lesquelles peut-être les gens n'étaient pas d'accord, mais de les faire partager. Donc nous, on a changé deux choses. Un, on s'est ouvert. C'était une stratégie de communication, et ça vaut pour les OGM, c'est-à-dire d'aller vers les autres et de discuter avec d'autres pour avoir une force différente de communication. Et la deuxième chose, on a choisi aussi de continuer l'événementiel, ce qui peut plaire parfois aux gens. Je prends par exemple, il y a 2 ans, on a fait une manif de 1000 tracteurs à Paris. Bon, ça a marché. On a fait des dommages pour rien ni personne. On a préparé ça avec d'autres. Et donc l'idée, en gros, c'est qu'avoir des propos responsables qui ne sont pas partagés, ça ne vaut pas grand-chose.